Bonjour à tout le monde, sur Zoom aussi. C'est le plaisir d'accueillir ainsi que toute l'équipe de Psycha 31, là, que je remercie à l'œuvre pour la technique. Nous avons le plaisir de recevoir Joseph Rouzel, un ami et psychanalyste de Montpellier, ancien éducateur, formateur, très très engagé dans la psychanalyse, dans la transmission de la psychanalyse. Et dans la diffusion, tu nous parleras aussi de ta collection à l'Harmattan. Hein, voilà. Tu es aussi écrivain et aussi responsable de l'Institut européen psychanalyse et travail social, Psychasoc, et secrétaire trésorier de l'association que tu as créée aussi, non, la psychanalyse. Hein, voilà. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter un de ses derniers ouvrages, Kimasat, un psychanalyste zen, publié autour des séminaires de son ami Guy Massat, décédé, mais dont le travail nous est retransmis grâce à Joseph. Voilà, je dirais que c'est un travail, moi, que j'ai découvert au mois d'août. Tu m'avais demandé de faire une postface et je t'avais dit, il n'y a pas de souci. En général, un livre, je le lis assez vite, les écrits viennent vite. Et là, j'ai été plongée dans un travail monumental, je dirais, et foisonnant, mais passionnant, qui m'a pris tout le mois d'août, voilà, et qui m'a beaucoup inspirée, je dirais. Cette œuvre est surprenante, d'une immense érudition. Hein, voilà. Puisque c'est ce collègue qui faisait ses séminaires donc, dans un café à Paris dans les années 80, non. Oui. Puis ça dure un paquet d'années. Hein. Oui, pas mal d'années. Voilà. Il dépliait dans une lecture borroméenne à 3 dimensions, je dirais, la revisite de toute la mythologie grecque, la revisite de l'Antiquité chinoise et particulièrement du bouddhisme Shan, le reliant à la topologie lacanienne. Hein, et avec une vivacité d'esprit, je dirais, et une promenade dans ces différents champs, et il nous emmène avec lui. Voilà. Les paroles, ces paroles, puisque ce sont ces paroles qui nous reviennent, sont d'une force vivante encore. Il a insisté au départ, à partir de la relecture des 12 mythèmes de l'Oedipe, il a insisté, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était la figure d'Artémis, hein, et le mythe d'Artémis comme déesse de la castration. Les antiques Grecs avaient mieux saisi, je dirais, que l'époque d'aujourd'hui, hein, l'importance de la dimension de l'inconscient, de cette parole hors norme de l'inconscient, dans ces oracles qui étaient rendus à Delphes par les Pythie, hein, et qui s'appuyaient sur ce trépied qu'il a développé, donc du mythe d'Artémis et d'Apollon. Artémis était la sœur jumelle d'Apollon, mais elle est née la première et elle a fait accoucher, elle a fait naître le frère. C'était basé aussi sur la paressia de Diogène le Cynique et sur la théogonie des commencements du monde d'Hésiode. Hein, voilà, donc ça part très fort. Voilà. Cette figure d'Artémis qui symbolise la bonne santé de l'inconscient, hein, dans sa fonction d'extase. Elle incarne ce que Lacan avait appelé l'autre jouissance, hein, cette jouissance du vide, générateur des mutations à venir. Voilà. Ce qui m'a intéressée en reprenant un petit peu tout ça là, cette semaine, c'est qu'il a insisté sur la dimension du devenir et de la métamorphose. Hein. En disant, je trouvais très, très important aussi que l'être n'était qu'un être en devenir, hein, en mouvement, et que le mouvement, c'est la vie. Moi, ça m'a parlé parce que là, ça rejoint la pensée chinoise, hein, qui est changement permanent. Et je me demandais, mais ça, on le développera un peu plus après, si le devenir
dans la pensée, dans la pensée grecque au départ, n'est pas relié à cette pensée du changement de la pensée chinoise, puisque le livre de base de la pensée chinoise, c'est le I Ching, le I Ching, qui est le livre des changements. Hein, parce que, voilà. En incarnant aussi cette jouissance du vide, on peut, ça la rapproche. Là, ça m'a posé question, mais peut-être, je ne sais pas si tu as, de la guanine chinoise, là, le Bouddha féminin chinois, la grande compatissante. Un bodhisattva qui permet aux femmes de se confier, d'être fécondes. Voilà. Cette notion du vide est centrale. Moi, il m'a aussi fortement intéressée de par mes travaux sur la pensée chinoise, puisqu'on réouvre sur la question de la pensée taoïste et du vide taoïste, hein, du vide c'est-à-dire le il n'y a pas, hein, du Tao Te Ching qui permet le il y a, hein, ultérieur. Voilà. Et j'ai noté au moment où j'écrivais ça cet été, j'ai trouvé intéressant que le nouveau programme spatial des États-Unis s'appelle Artemis et qui prévoit d'amener une équipe sur le sol lunaire en 2025. Oui, parce que les décollages qu'il y a eu cette année ont raté. Voilà. C'est une façon de s'envoyer en l'air. Tout à fait. À partir de l'assomption de la castration, on y revient. Très, très juste. Voilà. Si tu veux, je vais t'ouvrir la parole, tu vas développer un petit peu, puis après, on va discuter. Ouais, voilà. on peut Parce qu'il y a papoter. beaucoup de choses. Oui, parce que je trouve que Guy Massat, moi je l'ai connu dans les dernières années de sa vie, avait, dans ses séminaires en tout cas, été très proche. On voyait ça chez Lacan aussi. L'espèce de fluidité, en fait, finalement, qui est la parole de l'inconscient. Ce qui fait que c'est un peu difficile à suivre parce que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est plein de contradictions en même temps. Bon. Et bon, voilà. Donc, moi, j'ai voulu rendre hommage à ce bonhomme qui a fait un travail absolument fabuleux et je pense qu'il nous donne à lire, parce que ça a été écrit, et surtout à entendre, la façon dont on peut approcher l'inconscient avec son idée que l'inconscient, c'est d'abord les structures langagières, mais ça, c'est présent dès le début chez Freud ou chez Lacan. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit que l'inconscient est d'abord du côté du son, avant d'être du côté du sens. Bon, ça, c'est des questions assez complexes. Moi, je pense que, bon, on est plus du côté du trait, de la lettre, etc. Il a très peu abordé cette question-là. Mais bon, voilà, bon, de toute façon, tout ça, c'est des discussions. Mais bon, voilà, c'est un livre qu'on a publié dans une collection là, qu'on a démarré avec mon ami Jacques Cabassut, qui est prof de psychopatho à Nice, il y a 2 ans, et je crois qu'on est à 17 ou 18 bouquins dans la collection. Bon, il y a avec l'idée d'avoir un éventail assez large et surtout de ne pas tomber dans les guéguerres de Chapelle, puisqu'on sait aujourd'hui que chaque association a sa petite collection. Enfin bon, c'est un peu triste d'ailleurs quand on y pense. Hein, on a des gens de la même association qui lisent les articles et les bouquins des collègues et qui ne vont pas plus loin. Enfin, ça donne une image de la psychanalyse qui est quand même très cloisonnée. Qui est très cloisonnée. Enfin, bon, c'était pas du tout l'idée de Guy Massat, mais il a toujours dénoncé ce genre de cloisonnement en disant que la psychanalyse, c'est une école de liberté. On oublie un petit peu ça, quoi. Hein, mais la liberté, j'ai l'impression qu'on n'en veut pas. On veut des maîtres à penser, des maîtres à danser, qu'on nous explique comment faire, etc. Je dis ça parce que c'est présent dans la façon d'aborder les choses de Guy Massat. De façon un peu, je ne sais pas si on pourrait dire anarchiste, parce que ce n'était pas un anarchiste sur le plan politique, en tout cas, mais très grande liberté. C'est la liberté de penser, la liberté de la parole qui parle. Ça, c'est Heidegger qui dit ça dans son séminaire sur l'acheminement vers la parole, qui est vraiment un séminaire les plus beaux d'Heidegger. Il dit la parole est parlante.
Elle parle toute seule, quoi. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on voit dans Massat. Donc voilà, on a voulu lui rendre hommage. Il y a un deuxième bouquin qui est en chantier sur un cartel qu'il a fait sur télévision, où c'est pareil, il commente le texte de Lacan, mais je veux dire, à sa façon, quoi, en y mettant sa sauce. Voilà, un petit peu Oui. C'est un type que j'aimais beaucoup, c'est une espèce de, je sais pas pour vous donner une image, une espèce d'ours débonnaire. Voilà. C'était un gros bonhomme comme ça, qui marchait très, très doucement. Et quand il se mettait à parler, on a l'impression que ça dansait, quoi. Il jonglait avec les mots. C'était un danseur de mots extraordinaire. Et alors, ce qui m'a toujours, mais je ne l'ai jamais questionné là-dessus, il a eu un passage beaucoup plus jeune par le zen, notamment le zazen, puisque c'était un élève de Deshimaru, qui est celui qui a importé le zazen en Europe, et très proche de la pensée de la macrobiotique. Il a écrit un bouquin étonnant que j'avais trouvé à l'époque, qui s'appelle les Zen Phoenixologie. D'accord. L'art de renaître de ses cendres, un petit peu, avec tout un aspect du côté de la macrobiotique, de la diététique, etc. Bon, quelque chose d'assez ascétique finalement. Mais le bonhomme que j'ai connu, c'était pas du tout comme ça. C'était un bon vivant qui aimait bien boire, manger, rigoler, etc. Il y a eu un cheminement tout à fait étonnant de l'un à l'autre. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'a rien perdu de l'essence même de la tradition zen, en tout cas pas dans ses aspects religieux, mais dans ses aspects finalement philosophiques, Oui. l'attention au mouvement de la vie, l'attention à l'instant, etc. Et le centrage aussi sur la question du rien et du vide, puisqu'après… Ça, je pense que c'est une des clés, mais elle est présente à la fois dans le taoïsme, bon, dans la pensée chinoise. Très souvent, il utilisait, on connaît, nous, en Occident, la représentation du yin-yang qu'on trouve chez les t-shirts, d'ailleurs, c'est très joli, mais bon, on oublie que c'est pas du 2, le yin-yang. C'est du 3. C'est du 3 parce qu'il y a le yin et le yang, et puis ce que les Chinois appellent le vide, le médian. Il faut qu'il y ait ce souffle de l'irreprésentable. C'est là qu'on va rejoindre la question du réel chez Lacan, etc. Bon. Ou ce que Lacan essaie de serrer avec le nœud borroméen, au centre du nœud borroméen, et là où il loge l'objet petit a, il n'y a rien. Quoi, voilà. À partir d'un trou, c'est un trou central et d'un inconscient conçu comme une béance, voilà. Qui a été la formidable révolution épistémologique apportée par Freud. Voilà. Je trouve qu'il a une part très, très inquiétante là-dessus. Ça reprend de notes. C'est vrai que l'objet A, c'est cet objet qui nous divise. Il le présente comme un rien aussi. Hein, alors, il est condition du sujet de l'inconscient, hein, voilà, et aussi support du nombre d'or. J'ai trouvé ça intéressant. Il équivaut au rien. Donc, de ce nihil à partir duquel peut naître le multiple. Et le fondateur du Zen, au départ, le bouddhisme Chan, c'est une association alors d'une pensée indienne. Oui, c'est Bodhidharma qui apporte voilà, le bouddhisme en Chine. Voilà, du Bodhidharma, allié après avec le taoïsme. C'est ça. Voilà, qui forme ce bouddhisme Chan. En travaillant sur ces questions, je me suis rendu compte à quel point Lacan avait été cynisé. Et cynisé depuis ses plus jeunes années, à mon avis, au moment de sa rencontre avec Démiéville, dans les années, pendant la Seconde Guerre. Il allait faire des cours de chinois avec Démiéville, qui était spécialiste du bouddhisme Chan. Voilà. Et Lacan ouvre en novembre 1953, son premier séminaire avec un texte d'un maître Chan. Voilà.
voilà, qui pousse qui bouscule, qui pousse celui qui écoute à un éveil, à un moment d'éveil du côté du non-être, hein, et du côté de l'inconscient. Que Lacan ouvre comme ça en 53, et après reprennent plus tard dans les années 20 ans après. Hein, donc on voit tout un cheminement, tout ce qui a été infusé dans le travail théorique aussi de Lacan. Il réouvre après dans les années 70 avec son séminaire 18 d'un discours qui ne ferait pas du semblant. Voilà. Moi, ce que j'aimerais arriver à découvrir, c'est le moment de leur rencontre première avec Démiéville. Ah. Et oui, et oui. Et oui. Et oui. Ouais. Oui, il suivait des cours rue de Lille, d'ailleurs. Et oui, ouais. Au Languedoc, comme on disait. Ouais. Et oui, c'est vrai que c'est assez étonnant, d'ailleurs, qu'il reprenne la tradition, pas du Chan, du Zen. Oui. Pas tout à fait la même, parce que le Zen est du côté japonais, avec cette idée que les méditants, de temps en temps, ils s'endorment, tout simplement. Donc, le maître passe derrière avec un coup de bâton, et puis voilà. Et cette idée de l'interprétation analytique comme étant un réveil me paraît très intéressant. Et Guy va le relier à la tradition du Quan, c'est-à-dire ces questions qui ont l'air complètement absurdes, qui font cheminer jusqu'au point du non-sens. Oui. Par exemple, si je frappe les mains comme ça, vous entendez le bruit que font mes deux mains. Quel est le bruit que fait une seule main? Bon, voilà, on peut réfléchir pendant très longtemps. Il y a une réponse. Hein. Ah. Il y a une réponse. Alors? Enfin, je ne vais pas vous la donner. Tu nous laisses ça. Non, l'idée du Quan, c'est ça, c'est de mettre la pensée qui produit du sens en échec, finalement. Donc la réponse, elle est du côté où il n'y a plus de sens. Ça demande quand même un sacré cheminement. Et le dernier enseignement de Lacan est très proche de ça. On n'est plus du côté de l'interprétation, de restituer, comme disait Freud, les blancs dans la parole du patient, mais elle est du côté des effets de non-sens. D'ailleurs, Guy Massat avait relevé que le dernier séminaire de Lacan s'intitulait Dissolution. Tout à fait. Hein, c'est la traduction du Chan aussi. Ça se dit en grec analysis. Ouais. Analysis, qui est dans le mot psychanalyse, analysis, il y a le mot lise d'ailleurs, qui est un vieux mot de la langue française, dissolution. C'est la dissolution de ce qui empêche le souffle vital de circuler dans le corps. Psyché, on a traduit ça par âme, mais ça n'a pas beaucoup de sens chez les Grecs, la main. C'est d'abord quelque chose qui est attaché au corps, c'est le souffle. C'est le souffle. C'est le souffle d'abord de la parole. Donc, le boulot des psychanalystes, c'est quoi? C'est de produire de la dissolution de ce qui fait obstacle à la circulation du souffle. Voilà. Si on le dit comme ça, je trouve, Guy très souvent le reprend de ce côté-là. C'est le qi chez les Chinois. Le qi. On dit qi. Chinois, oui. Moi, les Chinois, pas trop. Il disait quelque chose de très joli, je ne le retrouve pas, sur le souffle et l'habitacle, où la parole existe. La phrase exacte, je ne la retrouve pas. La parole comme l'habitacle du souffle. Voilà. La maison du souffle. Voilà. Mais il a un côté très, très poétique ça, dans ses séminaires. C'était absolument faramineux d'entendre. Non seulement c'était de la jonglerie, mais ce n'était pas des mots pour jongler. C'est que ça, c'est une pensée qui l'entraînait. Je crois que les mots l'entraînaient. Et puis avec une utilisation ludique, je dirais, des nœuds borroméens, on en voit tellement parfois une utilisation pratiquement mathématisante, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut dire c'est drôle. Les nœuds borroméens je sais pas, toute la topologie, c'est quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Dans le séminaire 1, je ne sais pas si tu te rappelles, au moment où Lacan va présenter le bouquet inversé. Juste avant, il dit qu'il faut faire de la psychanalyse amusante. Et je pense que Guy était une belle illustration de ça. Psychanalyse amusante. Si vous le faites chier, à mon avis, c'est plus de la psychanalyse. Non, mais c'est vrai, je blague pas. Aujourd'hui, on a
une production de la psychanalyse, mais qui emmerde tout le monde, quoi. Bon, Ah oui, ça, soit sur le versant universitaire, c'est un peu soit du côté obsessionnel. oui, soit du côté du discours du maître, on voit ça aussi. Ah, Bon, si on oublie cette dimension qu'on voit chez Freud, quand même, hein, quand on lit, je pense notamment les conférences de 1917-1918, et pendant 2 ans, tous les samedis matins, Freud il va expliquer à quoi ça sert cette invention. C'est absolument d'une jubilation extraordinaire. On appelait ça introduction à la psychanalyse. Mais bon, il y a ça chez Lacan, il y a ce. mais ça rejoint la question de la créativité, Tout à de fait, l'inconscient, tout à fait. une créativité qui se libère après la castration. Là, il insiste bien dessus. Et qui permet de lever les inhibitions. Il y a un passage très drôle là sur pouvoir accéder au rapport sexuel en levant les inhibitions qui peuvent permettre de rater un bon coup. Ben oui. C'est ça aussi le souffle, hein. La circulation du souffle, c'est dans toutes les formes d'énergie, hein, Et oui, y compris sexuelle, bien sûr. de l'élan. Mhm. Et je reviens sur la question de la dissolution, puisque c'est ton dernier séminaire. C'est aussi, moi je le mettrai aussi en parallèle avec le dernier hexagramme du I Ching. Tout ce livre chinois se termine sur un hexagramme. L'avant-dernier s'intitule Traversée, c'est-à-dire que la situation est traversée, la personne est arrivée à quelque chose. Et puis le dernier hexagramme, c'est pas encore traversé. C'est-à-dire qu'il faut recommencer. Ce que permet l'ouvert. Et ce qui lui fait dire, qui est très beau et que j'ai repris dans la conclusion de ma postface, qu'est-ce qui pourrait bien, je cite Guy Massac, là, qu'est-ce qui pourrait bien surgir après la fin de la métaphysique occidentale, se demande-t-il, ne serait-ce pas la psychanalyse lacanienne, entrelacée à la pensée chinoise, tel le serpent et l'aigle de Zarathustra. C'est joli. Je trouve ça magnifique. C'est bien. J'ajouterais quand même, parce que c'est à la fin de. Il en parle souvent, mais oui. C'est à la fin de l'enseignement de Lacan, la poésie. Et l'ouverture, tout à fait. Dans toutes ses formes, d'ailleurs. Dans toutes ses formes. Là, on a une difficulté, je reviens un petit peu en arrière, là, parce que quelque chose sur lequel il insiste beaucoup, qui me paraît très précieux, on a une difficulté dans la pensée occidentale à penser la question du rien, la question du vide. Parce qu'on le construit, on construit le non-être à partir de l'être. Voilà ce que pose Guy Massat, alors que la pensée chinoise pose de façon complètement irrationnelle le vide est premier. Oui. Et ça, c'est pas concevable en tant que tel. C'est pas concevable. C'est pas représentable. C'est pas représentable, parce que ça se présente comme justement comme un irreprésentable. Et là, je pense que ça modifie complètement la dynamique. Ben, le rapport, je dirais, le rapport du monde chinois au monde environnant. On le voit dans l'art, dans la peinture, l'utilisation du vide. Et je pense que c'est là qu'on peut raccrocher l'idée de l'objet petit a. Oui. Parce que je pense au séminaire sur l'angoisse, où il reprend l'histoire des 4 objets, oui. les fesses, le sein, les 5 le regard, de l'objet. Le regard et la voix. Oui. Il me dit tout ça, finalement, c'est réductible à une seule, le rien. Et oui. C'est là qu'il pose la question. Oui. Hein, c'est rien. Alors, comment ces objets qui n'existent pas sont finalement les acteurs de notre propre vie, quoi. Et oui. Cause du désir qu'il y a, comme ça vient un peu comme ça, quoi. Ça nous pousse au cul, en gros. Ça veut dire ça. Non, mais c'est ça. Donc, il faut vraiment le penser à partir d'un point de vacuité. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que Guy Massat, il le relie, ces 5 formes de l'objet petit a, à l'écriture du chiffre 5 en chinois. Tout à fait. Qui est avec un point de croisement. Le point de croisement, qui peut être le point du rien, est central et permet la circularité de toutes les choses autour. Et dans sa traduction, il a fait une traduction du Tao de King, et il reprend les. C'était 2 ans, c'est bien ça. Ah oui. Il reprend les éléments chinois, le bois, le feu, etc. Il y en a 5, les 5 éléments, et il les resitue par rapport
aux 5 objectifs. Hein. Ah, Ouais. Pas que tu dis ça. il reste dans la tradition chinoise qui reliait les 5 éléments à beaucoup de choses, aux couleurs, oui, aux éléments de la nature, mais aux étoiles, aux couleurs. C'est ça. Voilà, oui. Et il a insisté aussi sur la question de la pâte. Oui, Hein, oui, ouais, mais d'une façon qui il y a insisté, mais un peu dans la foulée de ce qu'a fait Lacan, en oui, constatant, à Deauville, je me rappelle, il disait finalement c'est un échec, quoi. oui. Avec l'idée que, tout en disant que lui, Lacan, il faisait la passe à chacun qui prenait la parole finalement. Et Mhm. je pense que c'est dans ce sens-là qu'il le prend. Qu'est-ce Mhm. qui fait les passages? Qu'est-ce qui fait que ça passe, quoi? D'accord. Que quelque chose de l'inconscient passe. Oui, oui. Je crois que c'est ça qu'il est. Oui. Parce qu'en avoir fait, enfin, je m'excuse d'être un peu méchant, mais une espèce comme ça, d'autorisation, je ne sais quoi, comme le font certaines associations, c'est absolument terrible. Je trouve. Oui. Et Une commission de garantie, il oui. est des nôtres, je ne sais pas quoi. Enfin, non, mais moi, je deviens méchant parce que ça bousille complètement ce que Bah Lacan. ouais. Oui, on a l'impression qu'on le referme. Tout à fait. On a vu, moi, dans la clinique, des dégâts que ça peut produire chez certains collègues qui viennent. Moi, j'ai entendu des choses dans certaines associations, que tout l'aspect créatif du futur analyste est barré. Hein. Eh oui, Voilà. Ah, je retrouve la phrase sur la maison du souffle, c'est la parole où l'homme habite. Que j'ai dit. c'est ça. Voilà. Et cette patte qu'il assimile dans la porte et le rien, elle marque donc la fin de l'analyse et permet d'ouvrir à ce qu'il appelle la béatitude de l'inconscient. Et là, il rejoint le fait de la pensée chinoise, le fait suprême, le tai chi de Zhu Xi. Voilà. Ça, c'est Lacan qui l'avait repris dans Télévision. Donc, on va le retrouver dans le prochain On va livre. le retrouver dans le prochain D'accord. bouquin. L'attitude, c'est Ah très oui. proche de la béance de l'inconscient. Ah oui. Je trouve que c'est l'ouverture. Oui, non, ou je dirais d'un inconscient heureux. Oui, Oui. oui. Mais toi, tu as dû faire beaucoup de ponts avec, parce que Ah ben oui, ça m'a tu connais bien la parlé. tradition chinoise. Ça m'a parlé, ça m'a inspiré. Oui, ce livre, j'anime un séminaire à la SPF sur la psychanalyse de la pensée chinoise depuis septembre. On va continuer l'an prochain, donc tu viendras présenter ce travail. J'essaierai de dire qu'il y a Oui, des copains qui pourront venir, et oui, des gens qui ont travaillé avec Guy Massat. ça Quoi. serait formidable. Ah oui, oui. Ah oui, oui, Il oui. faut ramener les bouts de ficelle aussi. Ah ben voilà. Ah oui, oui. Faut jouer. Et surtout, que l'on sent dans cet ouvrage aussi, c'est ta puissance voilà, de transmission de la parole. Et puissance de la parole sur laquelle il insiste aussi. Euh, où la parole extraordinaire est celle du non-être. Mm. Hein, donc, est synonyme du dire en mouvement. C'est très beau. Voilà. Et qu'il donne cette puissance illimitée de la parole. C'est présent quand on écoute les mots, parce que les mots nous parlent en Oui, fait. C'est présent c'est présent dans le mot parole lui-même. Hein. oui. C'est assez étonnant il vient du grec parabolos, Ah oui. le verbe parabalei, qui veut dire jeter à côté. Mhm. Jeter à côté. Ça donnait le mot parabole. Je fais Les paraboles du Christ, les paraboles en maths, les paraboles sur les immeubles pour capter les images, etc. Mais le mot lui-même est arrivé à parole par une cicatrice. On lui a enlevé le hab. Mhm. Très, très étonnant. Vous enlevez hab à parabole, ça fait parole. Il a été fabriqué comme ça. Et hab dans les sociétés sémitiques, ça veut dire le père. Hab. Ah, magnifique. Habé. C'est vrai, ouais, ouais. Je me dis, même le mot lui-même, il trimballe quelque chose du côté de. Mhm. Il a fallu vider quelque chose. C'est peut-être ça d'ailleurs la fonction paternelle, le nom du père. C'est un produit, c'est quelque chose qui va accrocher du signifiant, mais du Mhm. signifiant qui va s'installer sur du vide finalement. Mhm. Hein.
Donc le mot lui-même nous témoigne finalement de la nature de ce qu'il fait, de ce qu'il produit. La parole comme parabole qui tourne autour d'un objet qui ne peut jamais capter ce ratage de la parole, qui est peut-être la plus grande réussite de l'inconscient. Parce que je vois bien qu'à chaque fois qu'on cause, de dire mais c'est pas pour ça, vous ne comprenez pas, je suis un pauvre incompris, etc. On n'arrive pas à dire ce que je voulais dire. Bien sûr, et on recommence. Et une patiente, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, ça fait une dizaine d'années qu'elle est sur le divan, elle dit ah, j'ai beau parler, c'est jamais ça. Mais tant qu'elle croit que ça sera ça un jour, ça va continuer. Un jour, elle dira ben, bon, on s'en fout, c'est comme ça. Donc c'est bien le ratage, quoi. Oui. Il y a un très beau texte de Beckett qui s'appelle Cap au pire, qui est un tout petit texte magnifique où il explique finalement, mais il parle du ratage et la parole, il s'agit de rater, mais de rater mieux. Rater, rater encore, rater mieux. Voilà, c'est ça la parole. C'est ce ratage qu'on relance en permanence et qui tourne finalement autour d'un vide. Mais c'est le vide lui-même, on voit bien, c'est le vide lui-même qui entraîne la parole. En fait, on n'a rien à dire. Ou on a dit rien, peut-être. Parce que souvent, les patients disent ça. J'ai rien à dire. Et le fait de le Ils dire, démarrent par rien à dire. c'est ça qui est étonnant. Le fait de le dire, ça lance quelque chose. Ils avancent sur rien. Oui. Moi, je leur dis, certains, vous avancez de rien. Oui. Formidable, on peut y aller. J'ai rien à dire, alors dites-le. Dites-le. Ouais. C'est Un peu ce que disait Coluche, je pense qu'on n'a rien à dire. non, Guéluc aussi. Le chat de Guéluc qui dit je n'ai rien à dire, mais je tenais à vous le dire. Ah, très juste, très juste. C'est Gueuluc, ça. Ouais, c'est Guéluc, oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. Comme quoi, il y a des grands taoïstes en Europe aussi, hein. Même en Belgique. Je voulais passer de la parole à la jouissance. Justement par quelque chose qui m'interpellait il parle de la jouissance comme le devenir, de jouissance comme un devenir qui va toujours par-delà le vide. Ouais. Ça, c'est les trucs qui lâchent comme ça. Et oui, oui, oui. Après, il faut 10 ans de boulot pour en retirer quelque chose. Il n'utilise pas tout à fait le terme de jouissance au sens de Lacan. Ah, j'ai l'impression, moi, bon. Faudrait vérifier. D'accord. Mais parce que le dernier enseignement de Lacan nous tire du côté de. Il y a la jouissance du signifiant, finalement. Blabla, on n'arrête pas de. Bon. Et puis il y a quelque chose qui fait le point d'arrêt dans le blabla. Alors que dans un premier temps, Lacan va penser que le signifiant fait barrage à la jouissance. Mais là, il se démarque beaucoup de cette dimension-là. D'accord. Hein, la dernière, les deux derniers éléments cliniques de Lacan, c'est une clinique de réel et non plus une clinique de signifiant. C'est-à-dire que, donc ça, je pense que Guy essaie d'articuler quelque chose autour de ça. Qu'est-ce qui fait relance dans le blabla lui-même, cette forme qui est au-delà de jouir du sens, voilà. Hein, ça, c'est tout le jeu que va faire Lacan, à partir de nos grands-mères, d'ailleurs. D'accord. Et c'est de là qu'il le met du côté du devenir. Il le met du côté de devenir. Oui. L'objet A cause du désir, l'objet A plus de jouir, dans un deuxième temps, c'est assez proche, quoi. D'accord. Hein, c'est cette relance du ratage. Je pense on peut le prendre dans les deux éléments. D'accord. Et le rater mieux de Beckett, donnant à l'horizon peut-être peut-être pas une jouissance, mais un certain bonheur, comme tu disais. Un certain bonheur de rater. Il faut être complètement con pour faire le truc pareil. Quel est votre projet dans la vie? J'essaie de rater mieux. Mais je pense qu'il y a un type qui l'a dit à peu près pareil, hein, c'est Giacometti. Oui. Pierre Dumayet interview Giacometti en lui disant mais ce bonhomme en marche là, tout le monde connaît l'homme en marche de Giacometti, mais il en a fait je ne sais pas combien d'exemplaires. Mais pourquoi vous recommencez toujours là? Il dit mais j'essaie de comprendre pourquoi ça rate à chaque fois. Comme quoi
Les artistes en savent quelque chose de ce ratage. Mhm. C'est le moteur de la création. Oui. Mhm. Alors qu'à l'envers, ce qui empêche la création, c'est quand on ne veut pas rater, qu'on veut tout maîtriser, que ça soit conforme à ce qu'on a dans la tête ou en termes de projet, etc. Mhm. Accepter le vide, finalement, c'est ce qui nous lance. Tout à fait. Quand je me suis installé comme analyste, moi, j'ai eu cette impression de me lancer dans le vide. Ben oui. Et j'ai toujours cette impression-là. Je me dis, je vais me casser la gueule, c'est pas possible. Et puis, je ne sais pas comment ça tient, mais ça tient. Ah, ça me fait associer. C'est le vide qui permet d'accueillir. Ça me fait associer à ce que m'avait demandé la première fois que j'ai rencontré François Julien, que m'avait apporté le contact de la pensée chinoise et du monde de la Chine. Et je lui avais dit, oui, cette dimension du vide, mais aussi qui ouvre cette capacité d'accueil aussi. Oui, Et oui, et oui. Ouais. tout à fait. Mhm. Comme quoi, notre histoire, ça tient sur rien. Eh oui. Ça ne tient pas si mal. Le problème, il y a pas mal de passages où Guy le raconte, on veut bouger de tous les côtés, Mhm. avec du savoir, avec de la technique, je ne sais pas quoi. Il y a un travail de vidage, de vidange, je trouve, tout au long de ce séminaire qui est, Ah je oui. dirais, qui est absolument salutaire, quoi. Mhm. C'est une opération de salut public, quoi. Mhm. Faites le vide. Mais le problème, c'est un paradoxe, parce qu'on ne peut pas faire le vide. Mhm. Non, Ça l'homme, se fait. oui, Ça se fait. évite. Ah oui, à un moment, il dit tous les jardins de notre culture ont fermé la porte à C'est ça. l'inconscient. Tout à fait. Parménide, Platon, Plotin, Plutarque. Et moi, ça m'a fait associer comme si l'histoire de l'humanité n'était pas cette fin de l'histoire annoncée par Newton dans les années 90, mais plutôt comme, je dirais, la longue histoire de toutes les circonvolutions d'évitement de la castration. Mhm. Avec des points d'ouverture quand même, parce que bon, les présocratiques c'était un peu le travail de François Julien, Oui, au oui, début en tout cas, oui. avant qu'il rencontre la pensée chinoise. Les présocratiques sont très proches de la pensée analytique. Je trouve. Héraclite ou Empédocle sont très très proches, avec cette idée de la dynamique des contraires, par exemple, qu'on va retrouver. Et Freud relance quelque chose de ce côté-là, en disant il n'y a pas de contradiction dans l'inconscient. Bon, ben, on voit comment il y a quelque chose qui se relance du côté de cette pensée pas stoïcienne, présocratique. Mais je pense qu'au long de l'histoire, on peut trouver des moments d'émergence comme ça, même s'il y a une forclusion sans doute de l'inconscient tout au long de l'histoire. Oui, 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 oui. Je reviens sur la parole. Comme disait Guy Massat, autour de la question du mot, il disait que le mot jaillit comme Aphrodite, comme la déesse de la beauté, et le sens c'est psyché, toujours dissimulé, et Eros qui les unit et les relie. Voilà, permet de trouver ça très joli. Et en même temps, il a développé les deux figures d'Aphrodite et de Psyché comme deux types de féminin. Hein. Aphrodite par sa beauté, je dirais, et Psyché pour la femme piquante et vivante d'esprit, hein, qui n'est pas forcément la femme belle. Voilà, ça m'avait un petit peu intéressée. La figure d'Aphrodite, je trouve, est intéressante, mais Oui. faut le prendre, il le reprend souvent d'ailleurs, à partir de la théogonie d'Hésiode. Et oui. Et quand on tire le fil de la théogonie, c'est quand même assez étonnant, parce que on a d'abord une première figure, c'est même pas une figure, on a d'abord rien, ce que les Grecs appellent chaos, Oui. c'est de l'irreprésentable. C'est pour ça qu'on traduit souvent en français par chaos, mais ça ne veut rien dire du tout, que c'est déjà insignifiant. Chaos, c'est la marque de ce qu'il n'y a pas. Et ensuite, une première forme, Gaïa, une deuxième forme, Ouranos. Ouranos est un agité sexuel qui n'arrête pas de copuler avec Gaïa, mais dans une proximité telle
qu'il n'y a pas d'espace pour que les rejetons qui naissent de cet accouplement puissent venir au jour. Et Gaïa dit à un des rejetons qui s'appelle Chronos, qui est en train de pourrir dans son ventre, lorsque Uranos me pénétrera, je te donne une serpe, tu lui coupes les couilles. C'est ça Et on voit que, effectivement, c'est ce qui va se passer. Dans un cri déchirant, Uranos va aller se loger là où on le voit encore, puis c'est devenu la voûte céleste. Et il y a une séparation entre la terre et le ciel, et il va pouvoir y avoir de la vie entre les deux. Des gouttes de sang tombent sur la terre et donnent naissance au titan. Le membre tranché d'Uranos roule dans le premier océan que les Grecs appelaient Pontos, et de cette écume, qui se dit en grec Aphros, va naître la déesse de la beauté. Alors, si on le prend par ce bout-là, la beauté n'est que le paravent de la castration. C'est ça qui est intéressant, il faut restituer tout le mythe en tant que tel. C'est pour ça que les gens pensent que le mythe, ça parle du passé. Non, ça parle de l'actuel. C'est sans doute ce qui est le plus proche d'ailleurs de la pensée analytique. C'est pas étonnant que Freud ait été chercher Édipe, etc. Bon, ça parle d'aujourd'hui. Et la beauté comme paravent de la castration. Il faut bien supporter quand même la castration. L'envelopper un petit peu. Même si le travail de la cure donne bien à ce point de déchirure, bon, on le sait bien. Donc, on ne peut pas rester toujours dans cet état-là, sinon on sera sur des charbons ardents. Et sur les femmes comme paravent de la castration. Pas mal si je tire le fil de ce côté-là. Comme paravent. Mais derrière, elle y est. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Déjà dans la petite salle, avant la grande salle du Zoom. Moi, je me demandais. Sophie, oui. Oui. Je pense qu'on m'entend. Sur le parcours de Guy Massat, comment est-ce qu'il est, vous savez, comment est-ce qu'il en est venu à s'intéresser dans son parcours intellectuel à la pensée chinoise? Et je voulais aussi avoir un éclairage sur ses liens avec Lacan. Moi, je ne sais pas. Il s'intéresse à la pensée chinoise d'abord à partir de la pratique du zazen, puis de la macrobiotique au Shawa, il va au Japon. Il connaissait mieux le Japon que la Chine, même s'il a été souvent en Chine. Et alors, la connexion avec Lacan, je ne sais pas comment elle s'est faite. Je ne sais pas. Il avait des amis, je pense à Michel Guibal, qui était très proche. Il était ami avec. Il connaissait bien Guibal. On aurait pu demander à Guibal. Oui, mais maintenant, là où il est, on aura du mal à le chercher. Hein. Il est décédé en 2017. Et voilà, c'est une énigme. C'est une énigme. Je lui ai jamais posé la question parce que, bon, elle ne m'est pas venue. Elle m'est pas venue. Mais on voit bien qu'il y a un cheminement entre les deux. Mais les points de jointure, je pense que, je ne sais pas s'il a rencontré Lacan ou s'il a eu le séminaire de Lacan. Je ne crois pas. Il m'en a jamais parlé. Ça, il faudrait demander à des gens qui l'ont côtoyé très longtemps. Mais les points de connexion, on les voit. C'est pas étonnant qu'il navigue sans arrêt comme ça. Il a été en Chine de travailler avec les moines Shaolin. Et c'est lui qui leur a réenseigné, parce qu'il l'avait perdu, la grande tradition taoïste. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il faisait de la gymnastique, du combat, je ne sais pas quoi, enfin bon. Mais il leur expliquait que finalement, c'était d'abord à partir d'un travail de pensée, etc., que ça avait été élaboré. Voilà. Et c'est peut-être par lui que Guibal, après, est allé en Chine rencontrer les taoïstes. Parce que Guibal, on déjeunait ensemble, j'étais à Paris très régulièrement. Il m'a beaucoup transmis sur la pensée chinoise aussi. Et il avait été qualifié maître taoïste dans les montagnes à côté de Chengdu.
Peut-être qu'ils ont été ensemble. Je ne sais pas. Là, c'est des éléments que je n'ai pas. Des présuppositions, Est-ce mais est-ce que Douville en savait quelque chose? il faudrait Il demander à Douville. il les a côtoyés aussi. tous Hein. les deux. Oui. J'ai une photo où il y a Douville, Guiman et Massat. Ah, il faut demander à Douville. Mais comme elle est floue, l'éditeur n'en a pas voulu. Ah, Bon, d'accord. c'est dommage parce que, bon, Et oui. alors je ne sais pas quel était le degré de côtoiement qu'ils avaient entre eux. Moi, ouais, alors c'est ouais, des points intéressants. Comment... Enfin, moi, j'ai retenu ça comment partant d'une voie assez ascétique, finalement, à la fois sur le plan diététique, parce que la macrobiotique, ça n'a pas l'air très rigolo comme truc. Hein. Bon, encore que j'en sais rien. A priori, je ne suivais pas trop. Mais Deshimaru, qui était le maître du zazen, était un type un peu comme ça, qui buvait beaucoup, qui mangeait beaucoup, etc. Donc, peut-être que par Deshimaru, il est sorti de l'esthétique pour en trouver un autre, mais je ne vois pas de contradiction en même temps. Je ne vois pas de contradiction. C'est-à-dire que le fil se tient. Quoi. Bon, voilà, un objet de thèse. Voilà. Comment ça s'est construit? Oui, je voulais vous demander, à partir de ce... Vous m'entendez? Dites votre nom quand vous posez une question. Gérard Chimizanas. D'accord. Oui, je voulais vous demander, enfin, qu'est-ce que... Bon, je reviens du Japon, j'ai été Super. en Chine. Bon, ce que ça m'a évoqué, c'est la question des conditions de la parole, c'est-à-dire le vide, il existe dans un contenant. Hein. Donc, il me semble que nous, on pratique la parole en la mettant en route. C'est que je dirais ça comme ça brièvement, et j'ai entendu que c'était le silence qui était le prérequis à la parole dans ce type de culture. Voilà. C'est-à-dire comment le lien que vous faites entre la pratique de la psychanalyse et le zen, c'est-à-dire ce que j'en entends, c'est-à-dire l'invitation à l'associativité de la parole, et par ailleurs, le suspens, le par excitation, la pratique du vide, justement. Voilà, je ne sais pas, je vous le formule comme ça, je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Vaguement, mais je retiens quelque chose. Ce qui est peut-être, j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, ce qui est peut-être difficile à concevoir, parce que c'est pas concevable d'ailleurs, c'est un vide qui est préalable à la parole. Et ça, donc c'est pas concevable en termes, puisque le symbolique lui-même va entraîner des effets de vide, etc. Mais il y a quelque chose de préalable. En tout cas, dans la façon de le poser, et dans la tradition du Chan ou du Zen, c'est un vide préalable. Alors, on a du mal à le concevoir parce que je disais tout à l'heure, dans nos sociétés occidentales, on a d'abord construit la question de l'être, ça c'est bon, Aristote, Platon, etc. Et ensuite, on a essayé de penser quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'être. Mais ça ne produit pas du tout la même chose. Donc, il faut un cheminement très, très différent, je trouve, pour arriver à penser quelque chose qui n'est pas pensable, qui n'est pas de l'ordre du pensée. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais qui se présente, Taghi Massad le dit très souvent, il le reprend chez Lacan d'ailleurs, qui se présente comme un trou. Alors, c'est quoi un trou qui n'aura pas de bord? Ça, hein? Moi, je l'entends, si vous voulez. Il n'y a pas de contenant, effectivement. Dans ma question, oui, moi, je soutiens la question du contenant, et notamment la question du contenant groupal. Du contenant groupal au travers des rituels et des pratiques. Voilà, moi, je l'entends comme ça. Mais bon, j'imagine qu'on peut ne pas avoir le même avis, Monique. Oui, pour moi, on peut ne pas avoir le même avis. n'a pas besoin de contenant, oui. Moi, je pense que le vide n'existe que s'il y a du contenant. Autrement, c'est du néant. Là, on rejoint la physique quantique. Oui. Il n'y a pas de contenant dans les trous noirs. Oui. Il y a une limite. Merci, Aurore. C'est deux épistémologies différentes. Oui. Cadre théorique très différent de celui qu'on évoque aujourd'hui, en fait. Quand vous parlez de contenant-contenu, ça me fait penser à plutôt l'école anglaise avec... Tout à fait. Et là, on parle du vide au sens du zen.
Et donc, on dit que le vide, finalement, le non-être, ça me rappelle le tout et les bords, en fait, où il y a quelque chose de centrifuge et une pipette. Il est beau comme ça, Guimas. Tout à fait. Ça, c'est la construction du symbolique, Mhm. avec des systèmes d'opposés, blanc, noir, etc. Enfin, tout est dans de l'attraction comme ça. Mais là, on est dans quelque chose d'infra-symbolique. Mhm. Et à la fois la psychanalyse, en tout cas la lacanienne, et la tradition du Chan pose ce préalable pour qu'il y ait du symbolique. Mhm. Donc, on a beaucoup de mal parce que nous, on essaie de l'attraper avec des mots, ce qui n'est pas attrapable avec des mots. Et oui. Voilà, on est un peu coincé, quoi. D'où des effets, je dirais, dans la cure. On a beaucoup de gens n'ont pas compris les séances courtes de Lacan, mais je pense qu'elles avaient cet effet de faire échec au blabla, Ah oui, parce qu'on est tous comme ça, voilà, et puis qu'il y ait ce point d'ouverture, point d'éveil. point d'éveil, Oui, quelque chose. ce point d'éveil. Et ça s'appuie bien sur quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Mhm. Voilà, coup de travail de coupure. Même c'est présent chez Freud, hein, un des derniers textes de Freud en construction de l'analyse, il dit qu'il ne faut plus faire d'interprétation, il faut faire une construction. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à la fin de ce texte, il parle du délire psychotique. Oui, Cette construction est un délire, finalement. et oui, et oui. Mais en échec la construction du côté du sens, du semblant. Hein. Lacan va utiliser le terme de semblant à la fin. Bon. Qu'est-ce qui se passe lorsque les semblants vacillent? Voilà. Oui, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, avec un autre point de vue, mais je le rejoins complètement. D'accord. Mhm. Et Lacan dit qu'il n'y a que l'inconscient qui n'est pas du semblant. La parole de Oui. l'inconscient. Mhm. Il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec Massat, c'est lorsqu'il dit, il reprend d'ailleurs l'expression de François Dolto, qui était chez le titre d'un de ses bouquins, tout est langage, et je Oui. crois justement, ça vient en contradiction avec ce qu'il essaye de Oui, montrer, oui. parce que tout n'est pas langage. Tout n'est pas langage. On va dire pas tout est langage. Pas tout est langage. Mais en même temps, je pense qu'on est on est un peu ficelé parce que pour le dire, on est obligé de passer par du langage. Et comment entendre que dans notre langage, il y a quelque chose qui n'est pas du langage. Donc ça vient un peu en contradiction, je trouve. Il le dit plusieurs fois, tout est Tout à fait, langage. tout à fait. Et je pense que c'est pas très juste. Mais c'est peut-être là, justement, l'art permet d'échapper à ça. C'est-à-dire, quand on est dans le cours théorique, on va être dans le symbolique. Là, que ce soit la poésie, que ce soit la musique, la danse, permet justement d'exprimer quelque chose qui n'est pas du langage. Je pense que c'est... Avec du langage. Ça fait des trous dans le langage. Ça fait des trous dans le langage. Après, on est toujours, oui, dans une expression. Et on est toujours dans... Comment dire? La création, puisque le vide. Dans un système de signes. Oui, C'est pas le langage. Oui, Voilà. oui, On est oui. dans un système de signes si on veut communiquer. Mais comment on laisse des portes ouvertes Et voilà. Aboli bibelot d'inanité sonore. Il en fait un très beau commentaire Ah oui. dans un de ses séminaires. Vers de Mallarmé, bon. En quelques mots, il arrive à trouer, c'est-à-dire qu'il monte et il démonte quelque chose, Mallarmé, c'est un coup de génie, ça. C'est comme un bibelot, le langage est comme un bibelot qu'on met sur la cheminée, mais ce bibelot est aboli parce qu'il ne représente que du sonore qui lui-même est une inanité. C'est-à-dire qu'il produit du rien et dans l'image et dans le sonore. C'est extraordinaire cette phrase. Je pense que toute la poésie cherche non pas à capter, mais à donner à voir et à entendre ce qui ne peut pas se voir et ce qui ne peut pas s'entendre. La terre est bleue comme une orange, voilà, très beau. Alors allez-y, hein. La terre, bleue, orange, là vous êtes un peu emmerdé pour faire le lien. Ben, c'est justement parce qu'il n'y a pas de lien. Et pourtant, on sait tous que dans ces trous-là, il y a quelque chose d'essentiel qui se passe. Mais c'est l'essence même du langage. Hein. Eh oui. Qu'on l'écrive, quand vous écrivez un mot, vous laissez un blanc.
que sinon, il y a une espèce de gribouillis infernal. À la Et quand fréquence. vous parlez, si on écoute, il y a des scansions à chaque fois entre les mots. Pour qu'une musique soit harmonieuse, il faut bien qu'il y ait du vide entre les notes. C'est ça. Pas sur symphonie. C'est ça. Quand vous avez parlé du ratage, j'ai pensé à ce que disait Soulages sur l'art, la différence entre l'artisanat et l'art. L'artisan sait où il va arriver, il connaît les chemins qu'il va emprunter. L'artiste ne sait pas où il va arriver. Il connaît quelques chemins qu'il peut emprunter, mais voilà, bon, je trouvais que ce que vous disiez du ratage, voilà, ou de ce que de Giacometti. Mhm. L'artiste est celui qui s'approche au plus près du vide central et de la chose, disait Lacan dans l'éthique. Mhm. Zone que peu osent approcher. Ça me fait penser à Magritte avec Oui. Cette pipe n'est pas un souci. D'autres réactions? Enfin, j'invite en tout cas à lire le livre de Ah oui. Massad. C'est une. Passionnant. Quand je parle de lui, souvent le mot qui vient, c'est jubilation. Et C'est jubilation. vraiment, il y a de la jubilation, il y a du jeu. Créative. Ouais. Même à la lecture, Mhm. même si c'est de la parole qui a été. Parce que c'est des enregistrements ensuite qui ont été écrits. Oui. Un peu comme le séminaire de Lacan, d'ailleurs. Mhm. Oui, Au Aurore? quand je lisais ce livre, puisque moi je suis d'origine vietnamienne, Oui. j'ai fait le lien avec Thich Nhat Hanh, que je ne connais pas très bien malheureusement. Je fais la prétention de dire que je le connais, mais comme il a beaucoup théorisé sur justement la sagesse du vide, forcément je me suis interrogée, je me suis questionnée, parce que Guy Massat avait connu, ou en tout cas lu ce philosophe. Mhm. Peut-être bien que peut-être bien que non, je ne saurais pas dire. Et Je des- connais pas, et je sais que il parle du vide. Oui. C'est un Vietnamien. Quand on parle du Japon, c'est aussi. toute l'Asie. Il y a une tradition vietnamienne qui est très l'Asie, proche. Et le bouddhisme est passé par là aussi. Au Laos aussi, bon, j'ai vu ça. Alors. Je disais une chinoise, là, j'avais été invitée dans un institut Confucius, que j'aimais beaucoup voyager dans tous les nords, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, et sud de la Chine. Elle me dit, mais vous me décrivez toute la région bouddhiste. C'est ça, bien sûr. Et voilà. Sachant qu'une bonne partie du bouddhisme, quand même, a été, je dirais, un peu pervertie par les aspects religieux. Pour moi, c'est pas. Ritualisé. Bon. Un peu comme la pensée lacanienne, finalement, chez certains, est devenue une véritable religion. Enfin, on voit la perversion à laquelle on a affaire. Hein. Et c'est intéressant que des gens comme Massad ramènent le tranchant, finalement, de la pensée de Lacan et de la pensée traditionnelle chinoise. J'ai l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher. Quand il y a quelqu'un qui fait une ouverture, tout de suite, on veut blinder autour, faire du dogme, de la doxa, il faut que ça tienne la route. Il n'y a pas la route, une histoire en Massad. Enfin, quand on suit ce mouvement, c'est le mouvement de la parole, c'est ça. Et le mouvement du vivant. Et le mouvement du vivant. Oui. Ce besoin de croire, justement, il y a des. C'est ça qui nous rend malheureux, finalement. Comme ça ne marche pas ce qu'on croit, bah, si on arrête de croire, c'est pénal. Est-ce que c'est symptomatique de notre époque? Je ne sais pas. L'écrivain anglais Chesterton disait, dès que l'homme arrête de croire en Dieu, il se met à croire en n'importe quoi. Ouais. Je crois, c'est pour les corbeaux, ça. Merci à tous. Et je vous dis à une prochaine présentation. Pour nous, ce sera le 12 mai. Nous recevons Vanina Micheli-Reichmann pour son livre sur les beautés fatales. À bientôt.